Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Encore un grand merci à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous êtes nombreux à nous suivre et votre fidélité nous fait grandement plaisir à toute l'équipe. Alors continuez de nous écrire, de partager vos commentaires qui font avancer le débat et notre réflexion sur toutes ces réflexions de fond concernant le recrutement en France. Conversation RH, vous le savez maintenant, c'est un podcast qui est proposé par LHH, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Et aujourd'hui, nous mettons un pas dans le présent et un autre dans le futur pour aborder un thème aussi passionnant que vertigineux, le recrutement à l'ère du Web 3. Et oui, les organisations en mesure de saisir les enjeux technologiques font la différence aujourd'hui. Dans un contexte assez tendu pour le recrutement de talents, les usages du Web 3 permettent de proposer une approche du travail plus en phase avec les nouvelles attentes. Alors tout d'abord, nous allons définir le Web 3. Nous allons voir quels sont les cas d'usage en lien avec le Web 3 et le recrutement. Et nous verrons comment ces avancées vont nous amener à repenser les relations avec les collaborateurs. Et enfin, comment se préparer aux enjeux sociaux et aux risques de ces innovations. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine Rezal. Bonjour Lorraine. Bonjour. Lorraine, tu es directrice du développement digital et pédagogique du groupe IGS et tu t'exprimes aujourd'hui en tant que directrice chez Adecco Académie et Innovation, poste que tu as occupé pendant 2 ans. C'est bien ça? Exactement. Merci d'être avec nous à distance depuis Lyon. Nicolas Guillaume est également avec nous à ce micro. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Nicolas, tu es directeur des opérations chez LHH Recruitment Solutions et tu vas nous faire part de tes lumières sur ces sujets du métavers, du Web 3 et des liens avec le recrutement évidemment. Également à ces micros, le retour de Jérémy Lamry. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Le retour, évidemment, tu étais le premier invité de cette collection de podcasts Conversation RH et tu reviens pour un sujet qui t'est cher, je crois, parce que tu es CEO de Tomorrow Theory et Tomorrow Theory, c'est un studio d'innovation RH que tu as créé en 2022 avec les fondateurs du Lab RH. Et chez Tomorrow Theory, vous créez les solutions du futur du travail dans lequel le Web 3.0 a un rôle hyper important. Tu es embauché. Allez, pour commencer, je vous propose de nous aider à mieux comprendre cette notion encore floue pour le grand public, le Web 3. Alors, comment on va le définir? Qu'est-ce qui regroupe, Jérémy Lamry? Alors, le Web 3, donc il faut savoir que c'est une espèce de grande nébuleuse aujourd'hui, puisque suivant à qui on demande, la définition peut varier extrêmement fortement. Ah, tu me rassures, parce qu'effectivement, à chaque fois que je le demande à quelqu'un, c'est toujours très différent de ce que j'obtiens en retour. Le Web 3, pour le décrire simplement, c'est la prochaine génération d'Internet. Donc, dans le Web 3, on veut un Internet qui aille plus vite, qui soit plus sécurisé, qui soit plus immersif, mais qui soit aussi plus décentralisé, qui soit plus automatique. Et donc, en fait, pour faire très simple, on va dire que le Web 3, c'est un Internet dans lequel on a 3 grosses briques technologiques en plus par rapport à aujourd'hui. On va avoir les intelligences artificielles génératives, là on peut plus les louper maintenant avec ChatGPT et compagnie, donc qui nous permettent de créer du contenu directement. Donc c'est un Internet où le contenu est créé à notre place. C'est un Internet aussi plus immersif avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Ça, on en a beaucoup parlé l'an dernier avec les délires du métavers. Et c'est un Internet également où on va pouvoir opérer les transactions différemment grâce à la blockchain, de manière plus sécurisée, plus décentralisée. Et donc dans cet Internet, en fait, on verra un jour émerger ce fameux métavers qui va prendre tout ça en compte. Et le métavers sera au Web 3 ce que les réseaux sociaux sont au Web 2. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait le Web 1, c'était simplement la capacité de pouvoir avoir des sites en ligne. Le Web 2, c'était la possibilité de pouvoir interagir, les réseaux sociaux, etc. Et le Web 3, c'est encore plus d'avancées, une répartition des richesses, des réseaux. Chaque ordinateur peut avoir un rôle à jouer. Je le résume peut-être mal, mais c'est comme ça que je le comprends. C'est un pas en avant. Dans la philosophie, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de créer. À voir si dans ce fameux Web 3, on sera vraiment décentralisé ou ce sera au contraire un Internet toujours plus concentré. C'est ça. En fait, la promesse, c'est que ce soit déconcentré, mais en fait, il y a aussi un risque pour que ça soit finalement l'inverse, c'est ça? Exactement. On va voir quels sont les challenges, les risques, mais on va en venir à notre sujet d'abord, la façon dont le Web 3 va modifier notre rapport au travail, et en particulier le recrutement. Lorraine, est-ce que le métavers laisse entrevoir de nouvelles possibilités sur la formation des collaborateurs? En fait, il y a 2 questions dans ta question. Aujourd'hui, les solutions qui sont disponibles sur le marché sont encore un peu jeunes et ont besoin de se stabiliser. On n'est plus sur des espaces virtuels fermés qu'un métaverse tel que Jérémy a commencé à l'évoquer précédemment.
On peut aujourd'hui en fait miser sur l'effet de nouveauté, puisqu'on peut proposer, grâce à ces environnements, une expérience au candidat ou à l'apprenant dans le cadre d'une formation qui va découvrir une alternative à des entretiens ou des formations qui se déroulent aujourd'hui très souvent à distance. Dans les deux cas, le candidat ou l'apprenant se crée des avatars et l'avatar interagit avec le formateur, avec d'autres apprenants ou avec le recruteur. Dans le cadre de la formation, il peut s'agir finalement d'une nouvelle modalité de distribution de contenu. Et dans le cas du recrutement, on peut imaginer en revanche une approche plus anonyme où le candidat va se créer potentiellement une nouvelle identité, décider de ne valoriser que les compétences qu'il souhaite mettre en avant pour un poste, un projet pour lequel il candidate. Maintenant, le débat est ouvert, mais je ne suis pas sûre que le marché de l'emploi en France soit complètement prêt à ça. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du CV anonymisé, mais poussé même jusqu'au physique qui devient un avatar et on est complètement couvert derrière une personne numérique, digitale, c'est ça? Potentiellement, oui. On peut se créer un avatar complètement éloigné de son identité réelle et en revanche centrer l'entretien et l'échange potentiellement sur des compétences à valoriser qui sont nécessaires pour le projet ou le poste à pourvoir. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chez Adecco, pour l'instant, on l'a testé plutôt sur le sujet formation. Les retours des participants étaient plutôt bons parce que l'expérience est nouvelle et qu'il y avait un côté très ludique. Oui, il y a un effet nouveauté, c'est ça. Il y a un effet waouh, très clairement, mais on n'a pas suffisamment de recul pour affirmer que cela était plus efficace qu'une formation classique animée avec des outils interactifs à distance. Est-ce que tu constates ça également de ton côté, Jérémy, dans les POC que tu peux proposer aux différentes entreprises? Alors exactement, je rejoins complètement Lorraine et j'irai même plus loin. C'est qu'en fait, avant que Facebook se renomme Meta, donc en octobre 2021, personne faisait du métavers. Mais d'un coup, en l'espace de quelques semaines, tout le monde a fait du métavers. Et donc, en fait, c'est pas du métavers, c'est de la réalité virtuelle. Oui. Et le vrai débat, c'est dans quelles conditions la réalité virtuelle permet de mieux former que dans le monde réel. Et là, il y a quelques bonnes pratiques qui existent, il y en a beaucoup qui restent à créer. Et comme dit Lorraine, aujourd'hui, dans la plupart des cas, on n'est pas du tout capable de savoir si une formation a plus d'impact dans le monde virtuel que dans le monde réel. Quand on a un casque de réalité virtuelle, il y a une réalité à prendre en compte qui est que potentiellement la charge mentale est plus élevée puisque le cerveau doit reconstruire tout un univers, il doit gérer plein de choses en plus. Quand on est en formation, on a déjà assez de choses à assimiler. Si en plus il faut gérer un espace virtuel en plus, il faut se poser les questions de quelles conditions est-ce que c'est le mieux de pouvoir utiliser ce type d'environnement pour acquérir des connaissances, pas sûr, pour faire ressentir des émotions, peut-être, pour des interactions, peut-être aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a encore beaucoup de travail de fond sur le plan, par exemple, académique et expérientiel à faire, avant de pouvoir déployer ça à l'échelle partout en se disant c'est l'avenir. Pour autant, est-ce que l'ingénierie pédagogique va de facto évoluer? Est-ce qu'on prend une direction qui va dans ce sens-là, quoi qu'il arrive? Alors, je vais mettre les pieds dans le plat. J'étais la semaine dernière à l'Université d'hiver de la formation professionnelle, qui est la grande messe à Cannes des acteurs, financeurs et opérateurs de la formation. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'en France, surtout, on est quand même assis sur un beau tas d'argent et que ça pousse pas forcément à repenser les pratiques. C'est-à-dire que les pratiques pédagogiques qu'on doit repenser pour pouvoir arriver à avoir de l'impact sur des choses qui sont différentes des compétences classiques, par exemple des soft skills, mais sur des modalités différentes comme de la réalité virtuelle, aujourd'hui, c'est difficilement finançable et enregistrable à France Compétences, tout ce genre de choses-là. Donc, c'est des modalités très, très particulières et donc personne n'est pressé d'y aller. Personne n'est pressé d'y aller. Nicolas, on entend beaucoup de communication de la part de Meta, de Microsoft, sur ce qu'ils font par exemple dans la chirurgie. Le chirurgien avec des lunettes en réalité augmentée, avec un hologramme qui montre plein de choses. Est-ce que ça fait partie des choses qui font rêver les candidats au moment du recrutement? Alors plus que les candidats, je pense que ça attire les entreprises parce qu'il y a un effet cosmétique important. Et quand on va communiquer auprès de candidats sur un processus de recrutement, il y a un effet très positif à cela. En revanche, c'est la dimension immersive dont parlait tout à l'heure Jérémy. Mais côté intelligence artificielle et côté blockchain, c'est, je pense, là qu'on aura le plus de progrès, mais on les voit pas encore, nous, concrètement sur cette partie recrutement et notamment partie évaluation dans le recrutement. Alors, tu citais les sujets des chirurgiens, en tout cas la capacité des chirurgiens à, dans un monde immersif, reproduire un geste ou tester un geste. Donc, on peut imaginer aussi qu'on puisse évaluer, nous, des gestes techniques dans un milieu industriel ou dans d'autres types d'applications. En revanche,
sur la relation humaine, on n'arrive pas encore à créer quelque chose qui soit pertinent, qui ressemble vraiment à une réalité. Pour les soft skills, on pourrait pas imaginer utiliser ces méthodes, un casque, des capteurs, je sais pas, pour recenser les capacités cognitives, émotionnelles, Jérémy? Alors, c'est un très gros sujet parce que, par exemple, si on parle des soft skills, je pense que si autour de la table, on essaye tous de chacun donner notre définition des soft skills, il y a des chances qu'on n'ait pas vraiment la même. Parce qu'il n'y a pas de standard aujourd'hui sur le sujet. Donc déjà, parler d'un truc dont on n'a pas tous la même définition, c'est un premier écueil. Et le deuxième écueil, c'est qu'après, il faudrait des bonnes pratiques. Avant même de le passer en digital, quelles sont les bonnes pratiques pour développer les soft skills? Et là encore, le marché n'a pas encore pris le temps de développer toutes ces bonnes pratiques. Nicolas? On parle souvent de comportements observables et tu parlais tout à l'heure, Jérémy, de la charge mentale que la réalité virtuelle aussi peut provoquer à un candidat. Donc, si c'est le cas dans le cadre de la formation, ça peut biaiser les résultats. Ouais, puis c'est encore pire dans un process de recrutement où l'enjeu pour le candidat est souvent encore plus important. Oui. Donc, je pense que ce biais aujourd'hui rend très difficile le fait de standardiser et qu'il faut un cadre, effectivement, et que ce cadre aujourd'hui, il n'existe pas. Mais est-ce que c'est concret, en fait, finalement, ces histoires de métavers? Je sais qu'il y a une enseigne de grande distribution qui a lancé un processus de recrutement virtuel dans le métavers pour embaucher des futurs spécialistes de la data. Quoi penser de cette initiative, Nicolas? Là encore, elle a été parfois décriée par certains parce que la question se pose de savoir si elle n'est pas juste cosmétique, c'est-à-dire que ça fait parler du process de recrutement, donc ça lui donne plus de visibilité, donc grande enseigne, plus communication autour de ce process-là, naturellement, ça attire plus de candidats. Donc, est-ce que c'est le fait que ça a été dans un monde virtuel qui a amené à recruter à la fin? Pas certain. Je pense que c'est plus la notoriété de l'enseigne qui a permis ça. La notoriété de l'enseigne, le fait que le PDG de l'enseigne se déplace, sachant que c'est une des plus grandes entreprises de France, le fait qu'il y a eu un soin particulier fait sur la sélection des candidats à cette expérience, puisqu'il était une trentaine et triés sur le volet dans de très très bonnes écoles. Donc il y a tout un tas de choses qui font que peut-être qu'en dehors du monde virtuel, ça aurait aussi bien marché. En revanche, il faut saluer l'initiative parce que c'est pas un process qu'ils ont mis en place en mode on va faire ça tous les jours. C'était aussi pour apprendre, c'est-à-dire bien sûr il y avait un aspect marque employeur, mais c'était aussi pour apprendre et les équipes, je pense, ont beaucoup appris de cette expérience. Ouais. On peut considérer que c'est symbolique, c'est un peu exploratoire comme démarche, Lorraine. Oui, c'est les premiers à l'avoir tenté. Je pense qu'ils s'attendaient à faire le buzz, mais peut-être de façon un peu plus positive, puisque ça a été quand même pas mal repris sur les réseaux sociaux, mais pas forcément toujours avec des critiques positives. Après, voilà, ils ont atteint leur cible, ils ont eu leur candidat. On manque une nouvelle fois de recul pour savoir si c'est la bonne mise en scène médiatique, la mobilisation des personnes du comité de direction de l'entreprise qui ont fait venir les candidats ou si c'est cette expérience immersive. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de la mobilisation, en tout cas du codir de l'entreprise, qui a permis de faire réussir ce sourcing, plus en tout cas que l'environnement qui a été choisi. Jérémy? Je pense que c'est dommage en fait que l'expérience ait été faite de cette manière-là, parce qu'il y avait 1000 autres manières de la faire pour qu'elle ait beaucoup plus d'impact et en tout cas pas ce retentissement un petit peu teinté sur Internet. L'expérience visuelle qui a été proposée et l'expérience générale qui a été proposée était presque un petit peu en dessous de ce qu'on faisait en 2008-2005. C'est du Second Life. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi ça qui a rayé les murs, c'est que les gens se sont dit, OK, 15 ans plus tard, rien n'a changé. Alors qu'avec tout ce qu'on dit sur le métavers depuis 1 an et demi, on pouvait s'attendre peut-être à autre chose. Et je pense que concrètement, là, on est dans un cas où on a voulu faire du Web 3 avec une philosophie Web 2. Et donc, on n'a pas repensé l'expérience. Par exemple, on a fait quelque chose d'assez descendant avec le PDG qui parle des workshops et tout ça. Dans la philosophie Web 3, on est beaucoup plus dans du collaboratif, dans du co. C'est-à-dire, on construit quelque chose à la fin qui crée un bien commun, qui appartient à tout le monde. Donc, dans la philosophie, si on avait fait les choses très différemment, je pense que ce niveau de design n'aurait pas été un problème et l'expérience elle-même aurait été complètement transformée. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une vraie différence entre le fantasme qu'on peut avoir du métavers et la réalité technologique. On n'est pas encore aujourd'hui à mettre un casque et tout d'un coup être immergé dans un univers complètement réel et comme on peut le voir dans certains films de Spielberg, Ready Player One, par exemple. Non, mais en revanche, il y a des environnements qui proposent déjà ce qu'on appelle une fidélité visuelle bien plus forte que ce qu'on a pu voir sur cette expérimentation-là. J'aimerais qu'on parle de la blockchain. Alors, pour rappel, la blockchain, c'est la capacité d'inscrire des informations dans d'innombrables ordinateurs, serveurs, réseaux. Et ça permet, en fait, de garantir que ces informations ne soient absolument jamais violées, qu'elles soient jamais compromises. C'est bien ça? C'est ça. On pourrait dire que la blockchain, c'est un grand livre dans lequel on peut écrire moyennant certaines règles extrêmement strictes et que, en fait, ce livre n'est jamais rassemblé à un seul endroit. Les pages sont éparpillées partout dans le monde. C'est ça. Comment ça peut faire évoluer, Lorraine, les processus RH
cette blockchain? En fait, la blockchain peut vraiment structurellement faire évoluer les processus RH et particulièrement dans la gestion des compétences et des CV. On peut imaginer un monde où on parlera plus forcément de CV dans le recrutement, mais bien de stockage et d'exposition de compétences. Demain, un employeur ou une école pourra certifier ces fameuses compétences ou des briques de compétences pour un salarié ou pour un étudiant dans la blockchain. Et cette certification, elle aura de la valeur pour les futurs employeurs du salarié ou de l'étudiant qui cherche son premier emploi. En fait, ce qui est intéressant dans ce principe de blockchain, c'est que le candidat, le salarié, est propriétaire de ces données et il pourra décider ou non de les exposer. Nicolas, quelles avancées tu vois avec cette blockchain? Le sujet principal, c'est la sécurisation de l'information et du coup, sa véracité. Il y a des faux diplômes, il y a des fausses expériences. Il y a des faux diplômes, il y a des fausses expériences. Le concept d'un CV, déjà, c'est naturellement d'exagérer un petit peu, ou en tout cas de mettre sous l'angle qui sera plus positif l'expérience, le passé, parfois la formation d'un C'est un talent candidat. aussi. D'arriver à le faire, c'est un talent. On vend de soi. Voilà, et savoir le lire et le décrypter, c'est aussi un talent pour nos recruteurs. Mais ça fait partie du jeu, donc ça, on le sait. En revanche, il y a des limites effectivement à ça, et donc de pouvoir, sur un certain nombre de points, être certain de la véracité des informations, est forcément quelque chose d'intéressant. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est le fameux chat GPT. Alors, celles et ceux qui sont sur LinkedIn voient passer beaucoup de messages, de posts là-dessus. En quoi c'est si révolutionnaire, Jérémy? Je vais déjà prendre beaucoup de pincettes parce que c'est un sujet, comme tous les sujets du Web3, qui polarise énormément. Donc, d'un côté, Je te confirme. D'un côté, on a beaucoup de gens qui disent « Ouais, c'est incroyable », que ce soit par exemple d'ailleurs des développeurs ou d'autres personnes liées au monde de la production intellectuelle, ils disent « Ouais, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec ». Et d'un autre côté, mais vous vous rendez pas compte, le monde a adopté en 5 jours un truc sur lequel on n'a aucun recul, quels sont les enjeux éthiques, vers quoi on va, on se pose pas les bonnes questions. Les deux sont vrais. Mais alors du coup, on rappelle quand même ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui permet de générer du texte qui provient de tous les autres sites internet et ça fait une espèce de condensé magique, c'est ça? Oui, alors. On va justement, je pense qu'il faut qu'on sorte un peu du côté magique parce que je pense que c'est ce qui fait derrière qu'on en fait un truc incantatoire. La technologie derrière GPT-3, déjà, elle n'est pas nouvelle. En fait, il faut savoir que ce type d'algorithme est utilisé depuis presque une dizaine d'années par les boîtes comme Facebook et compagnie. Donc, la différence, c'est que d'habitude, ces boîtes utilisent ces algorithmes pour résoudre leurs propres problèmes et non pas pour faire un produit pour l'utilisateur. Là, OpenAI, qui est une structure notamment financée par Elon Musk au départ, maintenant par Microsoft, a décidé d'ouvrir ça en tant que produit au grand public pour créer du contenu. Et comment ça marche? En fait, on a nourri un algorithme avec une très grande base de données, du Wikipédia, plein d'autres choses qui datent, dernière version date d'à peu près mi-2021, donc c'est-à-dire que le GPT-3 ne sait pas qui a gagné la Coupe du Monde, donc tant mieux pour nous. Mais en fait, toutes ces informations derrière, elles vont aller nourrir un algorithme qui va être capable de créer des liens entre les objets. Mais ça veut dire que GPT-3 ne comprend pas ce qu'il nous dit. Il n'est pas capable de créer, il va uniquement capable d'interpréter, d'analyser notre demande en fournissant des choses qu'il a déjà vues, lui, sur Internet. Mais il ne sait pas créer. Donc, j'ai récemment écrit un article sur les incompétences de GPT-3, les limites de l'algorithme, et c'est là un peu que je veux pondérer toute la passion en ce moment sur GPT-3. C'est que d'un côté, effectivement, il est capable de faire des choses extrêmement pertinentes. Demandez-lui 10 idées pour un rendez-vous romantique, demandez-lui des destinations pour vos prochaines vacances, demandez-lui de résumer un texte, de créer un texte. Il fait ça extrêmement bien. En ce moment, on est en train d'écrire avec Gaspard, mon associé sur Tomorrow Theory, un livre entièrement avec GPT-3. On le rend le 15 mars. Le bouquin va s'appeler « Travailler à l'ère des IA génératives ». Parce qu'en fait, là, on parle de GPT-3 pour le texte, mais ça existe maintenant pour créer des images, ça existe pour créer des musiques, ça existe pour créer des vidéos, pour éditer, modifier des vidéos. C'est demain, vous filmez le ciel avec un avion dans le ciel, vous mettez la vidéo sur pause, vous effacez l'avion disparaît de toute la vidéo et on voit jamais qu'il y a eu un avion. Donc, ce qui est en train d'arriver avec ces IA génératives est absolument incroyable dans le monde de la production de contenu, et ça, il faut le prendre, parce qu'on peut décider de l'interdire. La réalité, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Là, on parle de GPT-3, un algorithme à 175 milliards de paramètres. En avril, on a GPT-4 qui va sortir avec 420 trillions de paramètres. Donc, si on trouvait que le truc commençait à faire des choses pas déconnantes maintenant, attendez de voir avril. Nicolas, l'idée d'avoir des lettres de motivation qui seraient entièrement écrites par une intelligence artificielle, c'est quoi pour toi? C'est la fin
d'un outil qui permettait, toi, de pouvoir analyser des candidatures. Pour peu qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Pour peu qu'ils l'écrivaient eux-mêmes, c'est vrai. Oui. Internet est toujours plein de modèles de lettres de motivation. Donc, c'est déjà obsolète, cet outil. Non, c'est pas que l'outil est obsolète. L'application de l'outil sur le sujet de motivation, il est intéressant parce que je pense que au-delà d'améliorer la capacité des candidats à faire une lettre de motivation, ce que tu démontres, c'est que l'outil bientôt de l'aide de motivation ne servira plus à rien ou n'a pas forcément de sens. Et d'ailleurs, ça fait un moment que dans le recrutement, on l'utilise peu ou on l'utilise plus, l'aide de motivation. En revanche, il faudra qu'on soit vigilant par rapport à ces nouvelles technologies sur notre capacité à continuer à évaluer des candidats sur un certain nombre de compétences et sur un certain nombre de dimensions de la compétence. Parce que notre approche et notre vision de ces dimensions de la compétence peuvent être biaisées par ces outils. Ça, c'est en termes d'évaluation et de recrutement un risque. Donc, il faut juste qu'on s'habitue à ce nouvel environnement, qu'on l'appréhende, qu'on le comprenne un peu mieux parce que c'est nouveau pour nous et qu'on adapte notre façon de travailler. Donc, je suis pas hyper inquiet par rapport à ça. Je le vois plutôt comme une opportunité aussi, peut-être dans nos process ou dans un process de recrutement, il y a un certain nombre de tâches amont en général, le sourcing, la rédaction de l'annonce, qui sont pas toujours à très forte valeur ajoutée et qui pour autant sont pas toujours très bien faites. Entre l'orthographe, la syntaxe et les idées un peu percutantes à mettre en avant, c'est pas toujours parfait en tout cas par nos équipes. Et donc de pouvoir céder sur ces tâches qui sont moins à valeur ajoutée, mais qui donnent une image meilleure si elles sont réalisées tout à fait correctement, on pourra, j'espère, demain utiliser ce type d'outils pour garder l'humain sur la dimension évaluation. D'accord. Ça me paraît presque une opportunité. Lorraine, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des innovations qui vont faire émerger de nouveaux métiers? Peut-être il y a certains métiers qui vont aussi s'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il se passe quelque chose là. Alors, voyons le côté positif. Je pense que surtout, ça va faire émerger de nouveaux métiers. Plusieurs catégories, en fait, ceux qui vont travailler dans le nouvel environnement. On peut imaginer dans certains espaces de vente, dans certaines enseignes de distribution, des vendeurs spécialisés sur ce canal de distribution. On peut imaginer aussi des agents immobiliers. Il va forcément y avoir un besoin de concepteurs, c'est-à-dire les personnes qui vont construire ces univers, qui vont les aménager. Donc, on peut imaginer des développeurs et des architectes du Web 3. Et puis, on va avoir des gens qui vont être plutôt des analystes, c'est-à-dire ceux qui vont archiver, interpréter, commenter ce qui se passe dans ces mondes virtuels. Et puis, plutôt que de supprimer des postes, moi j'ai envie de dire que ça va faire évoluer certains métiers. Par exemple, les financiers, dans les résultats qu'ils vont produire dans les entreprises, ils vont certainement devoir intégrer prochainement dans les résultats publiés les transactions effectuées en crypto-monnaie. Pour terminer, comment on peut se préparer à cette nouvelle vague technologique tout en tenant compte des risques et des enjeux éthiques, sociaux? Comment on peut faire, Lorraine? Il faut quand même être vigilant parce que l'IA, l'intelligence artificielle dans le recrutement, et on l'a vu notamment avec l'utilisation de chatbots, peut poser des vraies questions éthiques. Si on confie la sélection de candidats à des algorithmes, on assiste très vite en fait à des dérives de pratiques qui peuvent devenir très discriminantes. Donc il faut qu'il y ait des comités d'éthique, il faut qu'il y ait une surveillance humaine par rapport à ça pour être sûr qu'on n'aille pas dans les dérives proposées par la machine. Et puis sur le côté apprentissage et formation, tout à l'heure Jérémy définissait bien le chat GPT, je pense qu'on va avoir un vrai risque de rupture dans la transmission des savoirs. En fait, c'est comme si on décrétait, par exemple, que c'était plus nécessaire d'apprendre l'anglais parce qu'on pourrait se balader avec un traducteur qui pourrait tout traduire et interpréter en automatique. Donc oui, on pourrait interagir avec des personnes qui parlent pas notre langue sans problème, mais on crée une dépendance à 100% à la machine et on ne développe pas la compétence de savoir parler cette langue étrangère. Donc voilà, il faut être vigilant. Peut-être que dans certains cas, ça suffira de s'appuyer sur la machine, mais dans certains cas, ça peut créer de vrais manques et de vrais problèmes et surtout cette dépendance. Jérémy? La première chose, c'est parfois il y a des modes qui arrivent et puis on peut se poser la question de est-ce que ça va rester ou est-ce que ça va passer. Là, on voit à quel point en fait c'est en train de modifier la manière de travailler, le rapport de productivité. C'est là pour rester. Donc il y a l'enjeu. Oui, il faut se préparer déjà. Pour moi, quand on pose la question comment se préparer, c'est déjà est-ce qu'il faut se préparer? Oui, il faut se préparer. Ouais. Ensuite, c'est première chose, se former. Se former soi-même en tant que dirigeant, former ses équipes aussi, identifier en interne les personnes qui ont envie de monter sur ces sujets pour en faire des ambassadeurs du sujet, qui vont créer une expertise interne et après tester. Et se former, c'est aussi peut-être réussir à enlever la part de perfection que peut amener ChatGPT, parce que finalement, il n'y a plus de fautes d'orthographe, il y a des traductions qui sont parfaites, comme l'a dit Lorraine, donc du coup, on doit se former à analyser les choses différemment, en fait. Nicolas? Oui, effectivement. Et puis, tu parlais de préparation, de tests. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se lance. Alors, le métier du recrutement, on dit toujours que c'est un vieux métier. Il a peu bougé. En tout cas, il n'a pas encore été disrupté. On est
peut-être à l'aube de cette disruption. Donc, il va être extrêmement important pour nous de tout essayer, de se lancer surtout, de mettre rien de côté et surtout de pas se mettre de frein. Pas d'a priori négatif. Et d'a priori négatif sur ces nouveaux outils. En revanche, là où je rejoins Lorraine, c'est le cadre éthique sur lequel il faut être extrêmement vigilant, parce que la machine, elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Elle a très vite des biais. Alors du coup, pas cognitif, parce que c'est une machine, mais des biais de partir sur ce qui s'est passé, l'analyse du passé, pour travailler sur la pertinence d'aujourd'hui et de demain. Et en l'occurrence, c'est pas forcément le sujet le plus pertinent de la machine. Il saura pas faire, en fait, demain, il saura pas faire la création, il saura pas réinventer, comme tu le disais tout à l'heure. Ça, et pour moi, l'éthique tient aussi aux intérêts de ceux qui financent ces IA. C'est-à-dire que moi, j'ai la conviction qu'on ne met pas des technologies aussi puissantes entre les mains des gens sans chercher à en tirer quelque chose d'assez précis derrière. Donc, warning, attention quand même dans l'utilisation de toutes ces technologies. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on voit comment les réseaux sociaux ont la capacité de manipuler les gens. Et c'est les gens qui créent le contenu. Imaginez ces mêmes réseaux sociaux où les contenus sont créés par une intelligence artificielle avec des personnes qui ont des intérêts qu'on ne connaît pas. Ça fait réfléchir. Merci beaucoup. Il y aurait tant à dire sur ce sujet. Malheureusement, c'est à la fin de cet épisode. Peut-être qu'on y reviendra dans les prochains mois. En tout cas, merci à vous trois. Merci Lorraine Rezal d'avoir été avec nous à distance. Merci à vous de m'avoir conviée et ravi d'avoir pu échanger sur ce sujet passionnant. Mais oui, c'est passionnant, effectivement. Merci également Nicolas Guillaume d'avoir été à ce micro pour nous parler du recrutement et du Web3. Et puis merci à Jérémy Lamry d'être revenu à ce micro. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que maintenant, le Web3 avec les RH, voilà, tout ça est beaucoup plus compréhensible pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.